Bonjour, alors aujourd'hui, Sans père. Il s'agit de la première pièce que Tchekhov écrit. Première pièce qu'il écrit à 18 ans ou 19 ans, après avoir vu une représentation de Hamlet. Il est tellement bouleversé et troublé par cette pièce que tout de suite il se met au travail et que d'une certaine façon, il y a une sorte de superposition entre son écriture et la pièce de Hamlet elle-même. Et il ne la finit pas complètement. Et il n'y a pas de titre à cette pièce. Et donc ça va être... on va chercher, etc. Et finalement, ça va s'appeler le fait d'être sans père, ou sans père, mais au sens, et ça c'est important, c'est au sens politique. C'est comme s'il écrivait une pièce qui s'appelait La Restauration, ou La République. Et en même temps, c'est une pièce aussi qui pose la question fondamentale de toute l'œuvre de Tchekhov, qui est le statut d'orphelin. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui sont orphelins, comme dans toute l'œuvre, mais là, c'est de façon très, comment dire, très inscrite. C'est pas le bon mot. Il pose cette question de façon très prégnante. Et c'est une pièce où les jeunes veulent tuer les vieux. Et on verra après, dans La Mouette, que c'est une pièce là où les vieux veulent tuer les jeunes, mais là, dans cette pièce-là, c'est ça. Et il y a une rancœur contre les pères qui sont les symboles d'une génération et d'un temps qui est, comment dire, qui est un temps de corruption, de dégueulasserie, etc., alors que et d'empêchement à vivre, alors que les jeunes veulent justement ouvrir cette marmite. Et on a d'ailleurs, il y a une chose qui est très frappante, la façon dont le personnage de Platonov va parler de son père en disant qu'il n'a jamais aimé son père et qu'il est mort tout seul comme une crevure, alors qu'il pensait être un type bien et que lui-même, quand il mourait, lui rappelait toutes les femmes qu'il avait violées, les types qu'il avait escroqués et que lui ne comprenait pas. Et il dit, c'est ça le propre de l'homme russe, c'est d'être un salaud et de penser qu'on est un type bien. Donc il y a une chose qui est extrêmement violente et véhémente dans le propos. La pièce n'a jamais été jouée du vivant de Tchekhov, pour plusieurs raisons. D'une part, pas vraiment à cause de la longueur, mais d'une part, alors il y avait au début de la pièce, Anna Petrovna, donc le rôle principal féminin, fume. C'était interdit d'être une femme et de fumer sur un plateau. Il propose le rôle à une actrice très célèbre qui refusera, car pour elle, la pièce est amorale, d'une part parce qu'elle est polyamoureuse et qu'elle envisage des relations amoureuses hors de tout principe de reproduction. Donc, la pièce ne sera jamais jouée, elle va disparaître et on retrouvera la pièce dans un coffre de banque 15 ans après la mort de Tchekhov. Et c'est le frère aîné de Tchekhov qui va dire « mais ça c'est Anton Pavlovitch qui l'a écrit ». Et on va s'apercevoir en découvrant ce texte qu'il est comme une commode dans laquelle il y a tous les thèmes que Tchekhov va développer par la suite. Et on peut dire que d'une certaine façon, le rôle principal, donc Platonov, serait presque comme une sorte d'imposteur, c'est-à-dire qu'il est, comme il est dit dans la pièce, le héros d'un roman qu'il n'a pas écrit. C'est-à-dire que tout le monde regarde Platonov et dit « il est comme ci, il est comme ça », raconte sa vie, décide de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il aurait dû faire, etc. Alors que lui n'a rien demandé. C'est quelqu'un qui a d'énormes possibilités, un énorme potentiel et qui choisit, à la stupéfaction générale, de rester, d'être instituteur en province et de vivre une vie, à l'écart du bruit et du mouvement et d'être au service des invisibles. Et personne ne comprend comment c'est possible que quelqu'un qui a du talent n'aille pas vers le bruit, la lumière, ce qui brille, etc. Donc déjà, là, il y a un point de vue politique de la part de Tchekhov, puisque le héros est un instituteur. Pour Tchekhov, c'était le plus beau métier du monde, parce qu'il s'agissait de la transmission et puis d'enseigner les autres.
d'essayer de faire en sorte qu'ils grandissent, qu'ils aient un libre arbitre, etc. Enfin, tout ce que l'école devrait être et faire. Et cet homme-là a décidé de mettre son talent au service encore une fois, des invisibles. Il a épousé une femme qui est gentille, qui est un peu comment dire, oui, qui est une femme gentille. Souvent, on la joue comme une nunuche, etc. Mais en même temps, elle a couché avec Platonov, elle lui a fait un enfant, et elle est dans un principe de, comment dire, elle est comme une mère nourricière. C'est-à-dire que d'abord, elle fait la cuisine pour Platonov, elle allaite le bébé, elle demande tout le temps si tout le monde est bien, si tout le monde a bien mangé, etc. Elle nourrit aussi Possy, qui est un bagnard et un voleur de chevaux et un assassin. Et elle a cette chose de nourrir tout le monde, comme ça. Il y a des femmes comme ça, moi dans le Midi, j'en connais plein, qui nourrissent comme ça, des mères qui nourrissent tout un immeuble, tous les gamins vont manger chez elles, etc. Donc c'est pas du tout une imbécile heureuse, comme souvent c'est joué. Et ensuite, il y a le fait que Platonov, évidemment, il attire tous les questionnements. Donc, comme il attire tous les questionnements, il attire tous les commentaires et toutes les rumeurs et toutes les jalousies, évidemment, puisque chaque femme est fascinée par cet homme. À juste titre ou pas, mais est fascinée par ce type, non pas qu'il soit particulièrement beau, etc. C'est pas la question, mais c'est que chaque chose qu'il dit ouvre des perspectives et des possibles. Et au milieu de ça, Anna Petrovna, donc qui est qu'on appelle la générale, parce qu'elle était mariée avec un général et qui est veuve maintenant, et qui évidemment creuse des dettes, etc., qu'elle ne pourra jamais payer, etc., est entourée de gens qui, parce qu'ils spéculent sur le fait qu'ils pourront coucher avec elle, payent ses dettes, sont ses créanciers. Et en fait, ce sont que des vieux avec cette femme. Et donc évidemment, parce que ça souvent aussi, on dit ça, c'est que comme c'est la première pièce de Tchekhov, souvent c'est monté par des jeunes gens qui se disent c'est une pièce de jeunesse, alors je vais monter ça avec mes amis. C'est la première pièce, donc on est jeune et on fait ça. Et c'est à la fois une bonne idée, mais je pense que du coup on ne comprend plus grand-chose. Parce qu'on voit des jeunes gens qui se mettent du talc sur la tête pour faire vieux, mais comment dire, ce qui est beaucoup plus frappant, c'est une femme qui est entourée de vieillards qui payent en attendant de coucher avec, qui vont même mourir à la tâche, il suffit que le fils Glagoliev dise à son père, mais moi j'ai donné 1000 roubles et j'ai couché avec, et hop, l'autre a une attaque. Donc, il y a cette chose-là, ce qui fait qu'on comprend pourquoi Anna Petrovna regarde Platonov, qui est lui, il a 37 ans, Platonov, donc évidemment, d'une part, il est entre guillemets jeune, mais en même temps, il est aussi il n'est pas, lui, un créancier, il n'attend rien, il ne demande rien. Et donc, toutes ces femmes vont créer autour de lui, puisqu'il y a aussi Sophia, qui est un amour de jeunesse, etc. Toutes ces femmes vont se retrouver et vont créer autour de lui, vont le sommer de prendre une décision qu'il ne peut pas prendre. Pars avec moi, mais oui, mais là, mais demain, viens, ok, d'accord, il dira oui, puis après l'autre aussi, oui. Du coup, il boit pour oublier, donc il s'endort, et il passe pour comment dire, il passe pour un Don Juan, mais c'est pas le thème. Je pense que ça, c'est une erreur de le traiter comme ça, parce que il ne fait rien pour séduire. Il est juste là. À côté de lui, il y a Triletsky, son ami d'enfance, qui est médecin, et qui est médecin, mais qui a peur de soigner, qui est fatigué, qui est paresseux, et qui est son beau-frère, en fait, qui est le frère de sa femme. Et il y a le père, Triletsky, qui est un vieux général, et qui a cette particularité, c'est qu'un vieux colonel, pardon, pas général, mais un vieux colonel, et pour faire des blagues, il se met un faux nez et des moustaches de vieux. C'est-à-dire que c'est un vieux qui se met un masque de vieux pour faire rire. Donc,
Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des personnages qui sont très très touchants. Et ce personnage de colonel est important parce que ça parle aussi de la guerre de Crimée et comment toute l'armée a pillé l'État, a violé. Comme c'est une génération de gens qui sont vraiment pas tellement recommandables, tous ces gens-là. Et puis on a au milieu quelqu'un qui s'appelle Pétrine. Et Pétrine, c'est celui qui paye pour tout. C'est lui qui a l'argent et qui lui fait marcher la maison au quotidien. Donc il paye la bouffe, il paye le ménage et tout ça. Et évidemment, tout le monde dit oui, c'est une espèce de lopakine, Pétrine. Et on lui dit, dis donc, toi, quand même, t'es un cutéreux, etc. Il dit, mais oui, si vous voulez. Mais enfin, vous avez bien mangé. Et on dit, oui, oui, c'était bon, hein, mais c'est moi qui ai payé. Donc du coup, les gens disent, ah ben j'ai plus faim. Oh, ils s'en vont. Parce que, évidemment, eux, parce qu'ils sont aristocrates, parce qu'ils sont d'une certaine classe sociale, se prennent pour ce qu'ils ne sont plus, malheureusement, et donc ne supportent pas le fait que ce soit juste le pauvre Pétrine qui est... enfin, le pauvre Pétrine. Non, et Pétrine spécule, lui, et il attend, il est probablement le plus violent des créanciers, au bout du compte. Mais vous remarquerez que je ne veux pas parler de son père volontairement dans l'axe effectivement de cet homme poursuivi par des femmes. Ça n'a pas grand intérêt. C'est un prétexte, ces femmes qui le font tourner, etc. Je pense que la pièce est beaucoup plus politique que ça, et c'est là-dessus qu'on insistera. C'est pas tellement sur le fait qu'il a, oui, 3 maîtresses et qu'il y a une autre femme qui a envie de coucher avec lui. Ça n'est... Bon, mon Dieu, quel événement. Non, c'est pas vraiment la question. La question, c'est effectivement comment une femme mariée et qui a fait tout pour l'oublier parce qu'elle était folle amoureuse, finalement retombe et a envie de revivre ses rêves, et parce que Platonov incarne cette sève vitale, donc Sophia qui voudrait recommencer, comment la générale effectivement polyamoureuse dit mais écoute, allez, allons coucher ensemble, et puis voilà, puis c'est tout, puis c'est comme ça, et voilà, comment sa femme lui propose aussi un autre genre de rapport, voilà, de rapport de femme et de mari, un truc plus plan-plan, voilà, et Grekova qui est un rapport fantasmé, qui est là, qui trouve que vraiment il a... Bon, et qu'il fait souffrir exprès, qu'il moque, évidemment. Et tout ça finira mal parce que cette société, exactement d'ailleurs, Platonov est le grand frère d'Ivanov, en fait. Et comment ça va finir, Platonov? Eh bien, Platonov, ça va finir qu'au bout d'un moment, Sophia, n'en pouvant plus, va prendre un revolver et va tirer. Elle va tirer pour que ça s'arrête. Et Platonov va mourir. Et en même temps, on a ces choses magnifiques où comment dire, Anna Petrovna dit ma vie s'en va. Et le vieux colonel dira Dieu n'a pas supporté, il nous a foudroyés. Parce qu'avec cette fameuse phrase, que faire maintenant? Eh bien, enterrer les morts et réparer les vivants. Cette société qui n'a pas qui n'a pas voulu comprendre profondément Platonov, qui n'a pas voulu comment dire, faire face à sa réalité, est obligé, puisqu'il ne veut pas s'inclure, est obligé de l'éliminer. Et Ivanov, d'une autre façon, dans la version que nous montons, dans Ivanov, il y a 2 versions, la version comédie et la version drame. Dans la version de drame, il se tire une balle dans la tête, il dit « laissez-moi », il se tire une balle dans la tête, et dans la comédie, il meurt, celle que nous jouons, il meurt, mais sans que personne ne s'en aperçoive, il meurt parce qu'on l'a traité de pourriture et que l'offense est trop forte et son cœur éclate. Et c'est pareil, Ivanov, comme il refuse la seule chose qui meut cette société, qui est l'argent, et qu'il s'en fout, il devient un personnage complètement subversif, et donc la société a le choix, soit l'inclure, soit le rejeter. Et le rejet, c'est la mort. Et donc, comme cette société a essayé comment dire, il a tout fait, et lui-même d'ailleurs accepte, enfin ça c'est Ivanov dont je parle, et finalement c'est Lvov, le médecin, qui finalement va le remettre à l'endroit où il est,
qu'il n'aurait jamais dû quitter et finalement lui permet de s'échapper de cette société en voulant le stigmatiser, mais il lui donne une porte de sortie, paradoxalement. Mais voilà, pour parler de son père, c'est une pièce qui est une pièce fleuve, hein, ça dure, c'est sur la même temporalité que Hamlet, donc ça dure 5h40 dans l'écriture. Nous, on a fait un travail qui est de... J'aime pas faire un travail de coupure, etc. Mais là, à cette époque-là, il y avait des choses qui étaient des redites un peu obligatoires pour que les gens suivent. Et toutes les redites, je les ai coupées. Pas les répétitions. Les répétitions, je les ai gardées parce que c'est un principe fondateur de l'écriture de Tchekhov. Mais les redites où, comment dire, par exemple, Anna Petrovna dit 3 fois la même chose en disant « pars avec moi », enfin, oui, partons ensemble, etc. Bon, voilà, on a resserré, parce que c'est très compliqué de faire des coupures, parce que si on coupe une chose, en fait, on en coupe 10%, parce que c'est en escalier. Donc, et il ne faut pas déchirer le tissu, il faut garder tous les fils. Donc, on est là, comme ça, on fait un travail de tissage et de broderie. Donc, il faut... Voilà, et puis il y en a un qu'on doit enlever tout doucement, un tout petit bout de fil, et hop, voilà, et on le reprend. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Je ne sais pas la forme que ça aura. Moi, je voulais au départ, dans le projet, monter tout dans l'ordre de l'écriture. Donc, c'eût été logique qu'on commence par Sans père. Et puis, finalement, les choses ont été de telle façon que finalement, c'est la dernière pièce que je vais monter. Et paradoxalement, le fait d'avoir monté les autres m'a permis de comprendre comment monter la première. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon de la monter. Et qu'il faut la traiter comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un matériau. Un matériau dont toutes les pièces, après, sont issues. Donc, quelle réponse on va trouver? Je n'en sais rien. Quelle réponse on va trouver? Enfin, j'ai quelques petites idées, évidemment, mais c'est des propositions qu'on va faire aux acteurs. Je ne peux pas les dire là encore, parce que sinon ça rajouterait à la confusion, etc. Mais je pense qu'on pourra avoir plein de versions de représentation de son père, et on va s'atteler à ça. Voilà, des représentations folles, des représentations déstructurées, des représentations plus linéaires, voilà. Mais je ne veux pas en dire plus.